Lors des 25 dernières années, 1580 personnes ont été assassinées au Brésil dans des conflits liés à l'exploitation de la terre. Tué dans une embuscade en forêt le 24 mai 2011 en Amazonie, dans l'état brésilien du Pará, José Claudio Ribeiro da Silva et son épouse Maria do Espírito Santo tentaient depuis de nombreuses années de lutter contre le déboisement illégal de la forêt amazonienne. Ils ont été exécutés par des tueurs, appelés ici pistoleros. José Claudio Ribeiro da Silva faisait part des menaces qui pesaient sur sa personne il y a quelques mois seulement, en décembre 2010. Je peux recevoir une balle dans la tête à n'importe quel moment. Nous sommes ici en train de discuter, mais d'ici un mois, vous apprendrez probablement que j'ai disparu. Ces 1580 assassinats des défenseurs de la terre et de la forêt en 25 ans n'ont fait l'objet que d'une petite centaine de jugements et un seul commanditaire dort aujourd'hui en prison. Autant dire que dans certaines régions du Brésil, et plus particulièrement en Amazonie, ce sont encore très souvent les armes qui font la loi, comme dans l'Ouest américain du 19e siècle. Et rien ne semble annoncer la fin de cette violence, car près de 2000 militants vivent aujourd'hui au Brésil sous la menace des pistoleros. Malgré les intimidations, malgré les assassinats, des gens continuent de réclamer, souvent au péril de leur vie, que les lois nationales et internationales soient respectées en Amazonie. Parmi ces courageux, 3 femmes qui se sont engagées dans cette lutte de David contre Goliath. Je reçois des messages d'intimidation comme « Tu vas mourir »,« Antonia Melo va mourir ». C'est clair que je vais mourir un jour. Tu vas mourir si tu te mêles de nos affaires, si tu nous déranges. Ce sont des messages qui me sont délivrés par des hommes de main. Dès que je me suis engagée dans le mouvement, des gens m'ont prévenu, même dans ma tribu, ma famille. Ici, dans le village, on me dit toujours de faire très attention, de prendre beaucoup de précautions, parce que ceux qui sont à la tête du mouvement indigène sont des cibles très exposées. Depuis peu, je commence à me sentir comme une personne étrangère dans ma propre région, parce qu'en tant qu'activiste, les gens me regardent avec méfiance. Avec ses 7 millions de kilomètres carrés, le bassin amazonien abrite la plus grande forêt tropicale au monde. 2 tiers de celle-ci se trouvent au Brésil, avec d'immenses richesses hydroélectriques, forestières et minières. Trésor à préserver pour les uns, à exploiter pour les autres, il n'en faut pas plus pour nourrir une guerre très inégale entre des militants défenseurs des populations locales et de l'environnement et des pouvoirs politiques et économiques très puissants. Ce qui se passe en Amazonie est important pour le monde entier. C'est ici que se joue entre autres la stabilité climatique. Si l'on veut limiter le réchauffement climatique, il est très important d'éviter de détruire la forêt et de relâcher le carbone retenu dans les arbres et le sol. Je pense que l'Amazonie contribue à maintenir un environnement sain. Si nous détruisons l'Amazonie, je suis certaine que cela va affecter la vie de la population mondiale. Pour nous, l'Amazonie est le cœur et le poumon du monde. Et s'il n'y avait pas les peuples indigènes d'Amazonie, la diversité de la forêt amazonienne aurait disparu. Mais pour les partisans de l'agrobusiness et de l'industrie, l'Amazonie est un trésor trop peu exploité. Les diverses réserves naturelles et les terres indigènes protégées par des lois nationales et internationales sont autant d'obstacles au développement économique. Si l'on dresse la carte des zones de conservation que nous avons au Brésil, nous allons trouver de précieux gisements de minerais, de grande valeur, et qui seraient utiles au monde entier. Pourtant, selon la loi, leur exploitation est interdite dans les zones de conservation. Et c'est un immense préjudice pour le Brésil. L'Indien, ici en Amazonie, c'est très utile. Quand on trouve un gisement de nobium, qui est un minerai dont nous aurons besoin dans le futur, alors il crée une réserve indigène. Et s'il s'agit de gisements d'or, allez hop, une réserve indigène. C'est incroyable.
Ce sont des forces occultes, ici en Amazonie, qui sont instrumentalisées par la cupidité du monde entier. Sheila Yakarepi Churuna, 36 ans, est une activiste engagée pour la préservation de l'Amazonie. Elle joue souvent le rôle d'ambassadrice de la cause amazonienne auprès des instances internationales. Sheila est également la représentante de son ethnie, le peuple indigène Churuna. Si le peuple indigène Churuna fait aujourd'hui entendre sa voix, il n'en a pas toujours été ainsi. À l'aube du XXIe siècle, certains prétendaient même que ce peuple s'était éteint. En l'année 2000, nous avons créé une association qui nous représente et qui montre notre existence. On nous disait éteints, nous les Churuna. Mais nous ne sommes pas morts. Nous sommes ici pour montrer notre visage et dire que nous sommes en lutte, bien vivants, essayant de résister à la disparition de notre culture. Sheila est la représentante du village indigène de Boa Vista, dans l'état du Pará, près de la petite ville d'Altamira. Le représentant est une personne qui est désignée par la communauté en raison de son travail pour cette communauté. Parce qu'elle représente la communauté et lutte pour les droits de celle-ci, pour le respect et la reconnaissance de ses droits. Au Brésil, la situation des femmes est difficile parce que nous sommes discriminés, même au sein de notre propre famille. Autrefois, personne ne pouvait imaginer que nous pourrions conduire des luttes. Nous considérons notre rôle au sein de la société comme très important parce que nous avons plus de sensibilité pour traiter des problèmes et nous sommes responsables de l'amélioration de la qualité de vie de notre peuple. C'est à nous, les femmes, qu'échoit le devoir de conquérir ces espaces. Même dans la société indigène, pourtant traditionnaliste, les choses changent. Le cacique, chef du village de Boa Vista, le confirme. Pour moi, Sheila est une guerrière qui lutte depuis plus de 20 ans. J'ai une grande estime pour elle, car je sais qu'elle mène de grands combats et qu'elle nous défend contre ces dragons avides qui veulent détruire notre fameux fleuve Xingu. Le fleuve Xingu est un affluent de l'Amazone. D'une longueur de plus de 2000 km, ses rives sont habitées par quelques 350 000 personnes, dont 15 000 indigènes. Depuis quelque temps, ce long fleuve tranquille agite la communauté brésilienne et internationale. Le gouvernement brésilien projette d'y construire le 3e plus grand barrage du monde, le barrage de Belmonte. Ici se trouve l'endroit où va se construire le grand mur, parce qu'il y a une colline ici. Ils vont profiter de cette colline pour y commencer le mur de 70 mètres de haut et 4 km de long. Il va barrer le fleuve et l'assécher sur plus de 100 km, là où vivent nos frères Churuna, qui ne pourront plus pratiquer la pêche, leur principale source de subsistance. Ça va aussi les empêcher de se déplacer. Le fleuve Xingu est notre maison. Il représente la vie de notre peuple, car nous survivons grâce à lui. Si ce fleuve meurt, notre peuple et sa culture mourront avec lui. Les impacts de Belmonte seront irréversibles et personne, ni aucune mesure d'urgence ne pourront compenser tout ce qui va être détruit ici. Le barrage de Belmonte, d'une puissance de 11 000 MW, va inonder la forêt en amont et assécher le fleuve en aval. Dans le cas du barrage de Belmonte, le principal impact sur les peuples indigènes, ce n'est pas l'inondation des terres en amont, mais plutôt l'assèchement de 100 km du fleuve en aval du barrage. Une grande partie du fleuve va se retrouver presque à sec, et il y a 2 régions indigènes qui seront touchées. Avec la tribu Churuna, à laquelle appartient Sheila, l'autre peuple amazonien qui sera touché par l'assèchement du fleuve est la tribu Arara.
Nous nous rendons en terre Wanga, village du peuple Arara, en face duquel le fleuve va être asséché, ce qui va porter préjudice à la société, la culture et l'économie de cette tribu. Une partie des terres qui seront inondées ou asséchées par la construction du barrage sont des terres indigènes. Le gouvernement brésilien qui a délimité ces terres autrefois en garantit l'usage exclusif aux tribus qui y vivent. Du moins, c'est ce que la loi affirme. Nous n'avons pas été consultés pour l'instant, parce que le gouvernement craint de parler avec les indigènes. Parce que si le gouvernement se prétend démocratique, il devrait avoir le courage d'affronter les indigènes et venir écouter ce que nous avons à dire de notre propre bouche à propos de notre situation. Le processus du barrage de Belo Monte est jalonné de mesures illégales. Pas moins de 8 terres indigènes vont être affectées et 2 d'une forme sévère, dans la mesure où elles vont souffrir de l'assèchement sur plus de 100 km du fleuve Xingu, qui est essentiel à leur survie. Si le gouvernement veut toucher aux terres indigènes selon la législation brésilienne et selon la Convention 169 de l'OIT, loi internationale dont le Brésil est signataire, le gouvernement doit premièrement ouvrir une consultation avec les peuples concernés. Secondement, selon la Constitution brésilienne, il doit requérir l'autorisation du Congrès international. Aucune de ces obligations n'a été satisfaite et les Indiens n'ont pas été consultés. Au cœur de l'Amazonie, 2 visions du monde s'affrontent. Vivre en totale harmonie avec la nature, ou alors dompter celle-ci pour en tirer un plus grand profit. Nous n'avons pas besoin d'électricité. Nous avons besoin de la forêt pour chasser, pour nous nourrir, pêcher dans le fleuve, se baigner. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas de leur énergie. Le gouvernement veut de l'énergie pour faire de l'argent, pour les grandes entreprises là-bas, détruire l'Amazonie pour que d'autres s'enrichissent dans d'autres régions. Il s'agit de l'équilibre et de l'indépendance énergétique du Brésil. Je dirais aussi qu'il ne s'agit pas que de l'autonomie énergétique, mais aussi du développement industriel du nord du Brésil, de l'État du Pará. Nous avons aujourd'hui, par ce barrage, une estimation de 11 000 mégawatts qui seront injectés dans le réseau nord-sud. Quand nous construisons des barrages hydroélectriques, nous évitons les centrales thermiques, les centrales nucléaires et toute forme d'énergie beaucoup plus polluante et beaucoup plus dommageable pour l'environnement. Donc il n'y a aucune raison pour empêcher la construction de Belo Monte. C'est un faux dilemme d'opposer l'hydroélectrique au nucléaire ou au pétrole, parce que ce n'est pas ce que le Brésil doit choisir. Si l'on revenait en arrière et que nous nous demandions ce que nous voulons faire avec cette électricité, il faut se le demander avant de savoir comment on va la produire. Et cette discussion n'a pas eu lieu au Brésil. Et Belo Monte est un cas extrême parce que 30% de l'électricité va aller directement à la production d'aluminium et autres industries réservées à l'exportation. Pas pour un usage brésilien, mais pour exporter des lingots d'aluminium. C'est tout simplement le pire usage que l'on peut faire avec de l'électricité. Ça représente 2,7 postes de travail pour 1 gigawatt-heure. C'est le pire en termes d'emploi. Nous ne croyons pas à l'argument selon lequel le Brésil aurait besoin d'énergie. Le Brésil aurait besoin du barrage pour se développer. Il y a d'autres intérêts pour ce barrage au Xingu. Il s'agit du minerai, car nous avons une région riche en minerais. Mon rêve, c'est de voir ma communauté, notre peuple de la région du Xingu, libre,
vivant en autarcie, subvenant à ses propres besoins. Les personnes qui vivaient ici, il y a 500 ans, 300 ans, aimaient leur forme de vie. Une vie qui a toujours existé, une vie naturelle que l'on dit sauvage, mais qui, en vérité, n'est pas sauvage, mais en harmonie avec la nature. Puis, avec l'accroissement de la population du Brésil, nous avons été obligés de participer et de vivre dans une culture qui n'a jamais été la nôtre. Dans la capitale, Brasilia, loin, très loin de l'Amazonie, le député communiste Aldo Rebelo ne croit pas à ses discours. Les leaders indigènes qui s'expriment ainsi ne vivent plus dans leur communauté. La plupart souhaitent maintenir les Indiens à l'âge du néolithique, afin qu'ils n'aient pas accès au développement. Et à cette fin, ils désinforment les populations indigènes. Mais les indigènes veulent aussi avoir accès au développement et à la connaissance. Je pense que nous devons comprendre cette aspiration indigène comme une chose humaine et naturelle et ne pas essayer de transformer les terres indigènes en une espèce de zoo humain destiné à l'observation de scientifiques et d'anthropologues qui pensent que l'Indien n'est qu'un sujet d'étude et non un être humain qui aspire au progrès matériel et spirituel. Ce projet politique de développer les peuples indigènes selon les normes de l'État devrait conduire à les assimiler à court terme et les dissoudre dans la société brésilienne. Il y a 5 siècles, lors de l'arrivée des Européens au Brésil, la population indigène comptait probablement entre 5 et 15 millions de personnes. S'en sont suivis 5 siècles de massacres et d'épidémies, et aujourd'hui cette population est réduite à 700 000 individus, ne représentant plus que 0,3% de la population brésilienne. Le poids électoral des indigènes est par conséquent très faible, et les lois de protection dont ils bénéficient sont de plus en plus remises en question. Le gouverneur de l'État amazonien du Pará, État où devrait être construit le barrage de Belmonte, souligne que les indigènes n'ont malheureusement pas le monopole de la misère. Je pense que les peuples indigènes ne représentent qu'une petite fraction de la population d'Amazonie. L'Amazonie comprend plus de 25 millions d'habitants, dont 10 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc je pense que tout le monde mérite la solidarité internationale, tout autant que certains peuples qui, pour des raisons que nous ne discutons pas, atteignent un niveau de vie bien supérieur. Sur le site du barrage de Belmonte, les indigènes et les petits agriculteurs immigrants vont être frappés de la même façon, déplacement forcé et réduction de l'accès à l'eau. Aussi, ces deux communautés s'associent aujourd'hui pour la défense de leur intérêt commun. Il y a beaucoup de personnes qui sont en lutte avec nous. Les riverains du fleuve, les agriculteurs. Ils ne nous ressemblent pas, culturellement parlant. Mais ils vivent du fleuve comme nous. Ah, les pêcheurs du Xingu. Les pêcheurs du Xingu ici, qui vendent leurs poissons. Ils souffrent parce qu'ils vont perdre le travail de toute une vie et nous avons besoin de nous unir pour la défense de notre fleuve et de notre territoire. De tout temps, des familles migrantes d'origines diverses, poussées par le manque d'accès à la terre dans le reste du Brésil, sont venues tenter leur chance en Amazonie. Afin de favoriser cette immigration intérieure et l'exploitation de nouvelles terres, le gouvernement fit construire une route qui traverse la forêt amazonienne. Nous sommes ici sur la transamazonienne, une route construite il y a 40 ans, à l'époque de la dictature militaire, quand le gouvernement fit cette route et amena ici des milliers de familles de tout le Brésil, en leur disant qu'ici se trouvait une terre sans hommes pour des hommes sans terre. Le gouvernement amena des milliers de familles ici, puis il les abandonna.
Certaines sont rentrées chez elles. Et celles qui sont restées ici ont été décimées par les maladies et les accidents. Je vivais déjà ici à cette époque. Et j'ai partagé toutes ces souffrances. Depuis les années 70, les familles qui décidèrent de rester ici, dans ces conditions, sans route et sans nourriture, commencèrent à cultiver pour pouvoir manger. Il y avait beaucoup de malnutrition et de misère à cette époque, jusqu'à ce que la terre puisse produire de quoi nourrir ces centaines de familles. Dans la région du Rio Xingu, ces petits agriculteurs forment une société dont le style de vie précaire est très proche de celui des indigènes. Le revenu mensuel d'une famille est de $200. Raimundo et Fernandina da Silva ont acquis ces terres en 1991. Ils ont déboisé 20% de surface arable pour y planter de quoi nourrir leurs 10 enfants. Et ils y ont vécu en bon voisinage avec les indigènes. Aujourd'hui, on leur demande d'abandonner leurs parcelles. La zone sera inondée si le barrage est construit. Et quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien que la forêt. Quand nous avons acheté, il n'y avait que la forêt. Pas de maison, même pas une petite cabane pour s'abriter. Je suis d'ici, du Pará. Je suis née et j'ai grandi ici et je m'y plais. On est très triste avec cette histoire du barrage qui nous force à partir et qui va détruire tout ce que nous avons. La vie est difficile ici. Nous avons beaucoup travaillé pour avoir ce que nous avons. Et subitement, on va tout perdre. C'est dur, très dur. Ils disent une chose, puis une autre, qu'ils vont nous offrir un autre terrain. Mais qui a envie de repartir de zéro? Parce que nous n'avons pas grand-chose ici. Mais nous avons beaucoup lutté pour l'obtenir. Le couple da Silva, comme des milliers d'autres exploitants qui vivent loin de tout, n'ont que très peu de contact avec le monde politique et économique. Antonia Melo parcourt la forêt à longueur d'année pour tenter d'informer et de fédérer ces petites communautés agricoles afin qu'elles puissent assurer la défense de leurs droits. Nous sortons de la ville et quittons notre bureau pour rejoindre les communautés où des personnes vivent loin de tout, abandonnées depuis de nombreuses années par les pouvoirs publics, sans accès aux politiques de santé et d'éducation, sans information non plus. Je viens de la forêt et je sais ce que c'est que de travailler dans la forêt. Comme j'ai eu le privilège de pouvoir étudier un peu, je me suis dit que je devais contribuer à aider ces personnes qui n'ont pas accès à l'éducation et qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Antonia Melo, 62 ans, est depuis un quart de siècle la figure de proue de la défense des droits des femmes dans l'État du Pará. Antonia et les femmes engagées à ses côtés sont parvenues à faire diminuer de façon très significative la violence envers les femmes. Il y avait beaucoup d'assassinats de femmes et ils restaient tous impunis. Il n'y avait pas d'autorité de protection. En 10 ans, nous sommes parvenus à presque stopper ce phénomène, car les assassinats de femmes ont diminué de 98%. La violence domestique existe, mais plus comme avant, quand on assassinait les femmes. Antonia Melo dirige également le mouvement Xingu Vivo para Sempre, engagé dans la lutte contre le barrage de Belmonte. Aujourd'hui, Antonia se rend dans la communauté de São Francisco das Chagas, où vivent isolés quelques dizaines de petits agriculteurs. Ceux-ci feront partie des 20 000 familles qui seraient expulsées lors de la construction d'un canal d'accès au barrage de Belmonte. Ce qui nous rend plus forts pour surmonter l'obstacle,
C'est l'union, avec un objectif commun, la lutte de résistance contre ce projet de Belo Monte, qui est la destruction de nos vies et de tout ce qui nous entoure. La réunion a lieu dans l'église, seul endroit abrité où l'on peut asseoir une trentaine de personnes. Vous le savez bien, ils ne vont jamais vous donner les bonnes informations. Aussi, nous sommes ici pour vous informer de ce qui va se passer et ainsi vous rassurer et vous apporter notre aide pour que la lutte continue. Nous allons aussi vous écouter pour savoir ce qui se passe ici. Le gouvernement dit qu'il va faire des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures parce qu'il croit qu'on va échanger nos terres contre une école qu'ils construiront on ne sait pas où. Il faut que ce soit bien clair dans nos têtes. Nous devons savoir que la santé, l'éducation, le logement, la route, nous y avons droit. En aucune façon, nous n'avons besoin d'un barrage pour les obtenir. La communauté de San Francisco est la cible des promesses du gouvernement et de la séduction des promoteurs. Maintenant, ils ont déjà acheté une parcelle entre 600 et 1000. Leur combine est la suivante. Ils me payent bien, mais ça ne signifie pas que le voisin sera payé. Dans la pratique, ils payent 2 ou 3 lots, et le reste, rien du tout. C'est ce qu'on a vu ici. Je sais que pour les premiers, ils vont payer le montant que vous avez dit. C'est pour attirer les autres. Ils trompent les producteurs. Ils paient les premiers, et les suivants, qu'ils aillent au diable. Les constructeurs sont venus ici pour diviser cette communauté, avec l'intention d'en profiter, par la peur, par l'intimidation des familles, pour les forcer à vendre, à leur céder leurs terres, pour qu'ils puissent réaliser leurs travaux de construction ici. On ne reçoit pas d'informations principalement des constructeurs. Ils agissent dissimulés. Ils disent certaines choses, mais le principal, à savoir ce qu'il va se passer, ça, personne ne le sait. Je n'ai jamais signé aucun papier. Ils me demandent des documents. Je ne donne rien. Je leur ai dit qu'avec ce qui se passe ici, je n'ai pas confiance. Alors qu'Antonia parcourt la jungle amazonienne à la rencontre des communautés dispersées, de l'autre côté de l'Atlantique, Sheila bat la semelle sur le trottoir londonien, criant sa colère devant le bâtiment de la Banque brésilienne de développement, la BNDES. Nous sommes ici en face de la BNDES pour réclamer la transparence et connaître le rôle que joue cette banque quand elle parle de développement durable, alors qu'en réalité, elle finance les grandes entreprises en Amazonie qui détruisent les populations sans respecter leurs droits. En effet, le rôle de la Banque brésilienne de développement soulève quelques questions concernant le projet du barrage de Belo Monte. Peu d'investisseurs privés se sont risqués dans ce projet pharaonique, ce qui a poussé la Banque de l'État brésilien à investir massivement. Elle gère le fonds Amazonia, qui est dédié à la conservation de la nature, et en même temps, elle investit dans des grandes entreprises comme le barrage de Belo Monte et d'autres projets en Amazonie. Sheila fait un tour des capitales européennes afin de sensibiliser le public aux problèmes de l'Amazonie et aux menaces qui pèsent sur sa forêt et ses habitants. Au programme, des visites d'organismes internationaux et des rencontres avec la presse. Son voyage est organisé et payé par des groupes de défense de l'environnement. Il est 8 heures à Manaus, au centre de l'Amazonie, et Sonia Bonet Guajajara arrive comme presque tous les matins au bureau de la COIAB. La COIAB, coordination des organisations indigènes d'Amazonie brésilienne, créée en 1989, est la principale organisation de défense des indigènes. Elle représente environ 450 000 Indiens. Sonia Bonet, 32 ans, est la vice-directrice de la COIAB. Elle est également l'un des représentants du peuple Guajajara, qui compte 16 tribus et 22 000 personnes dans l'État amazonien du Maranhão.
La COIAB s'engage dans la lutte pour la construction et mise en place de politiques publiques adéquates. Et moi, en tant que femme indigène et leader de mon peuple, j'ai été élue à cette place parce que mon désir a toujours été de lutter pour la défense de nos droits. Une grande conquête fut le secrétariat indigène à la santé parce qu'il y avait un modèle qui était déphasé par rapport aux populations indigènes. Alors nous avons lutté pour créer un nouveau modèle et sommes parvenus l'année passée à ce que le gouvernement fonde le secrétariat spécial de la santé indigène. Aujourd'hui, chaque village indigène possède son propre poste médical. Oui. Chaque village a son poste de santé, financé par le gouvernement et des organisations non gouvernementales qui sont prêtes à nous aider. La plupart des peuples indigènes du Brésil vivent sur des terres officiellement délimitées et appelées zones indigènes protégées. Les peuples indigènes du Brésil possèdent ce que nous appelons les terres indigènes. Ces zones sont garanties par la Constitution brésilienne depuis 1988. Elles restent la propriété du pays. Elles ne peuvent pas être vendues. Mais les indigènes en ont la jouissance pour toujours. Nous avons nos droits garantis par la Constitution fédérale de 1988. Le droit à la terre, le droit d'occuper cette terre et d'en avoir la jouissance exclusive. Mais malgré ça, tout le monde s'en moque. Le grand problème, c'est l'exploitation illégale des richesses naturelles. Que ce soit le bois ou les animaux, à travers la chasse ou la pêche. Aujourd'hui, notre terre est dévastée, déboisée. Il n'y a plus la richesse naturelle que nous avions il y a environ une trentaine d'années. La principale lutte des peuples indigènes du Maranhão, c'est la protection territoriale. Les tribus indigènes jouent un rôle primordial dans la préservation de la forêt. Ce sont eux qui ont assuré jusqu'à maintenant la meilleure protection de la forêt. Les indigènes s'érigent en protecteurs de la forêt, mais pour protéger les indigènes, il n'y a que la loi. Le pouvoir judiciaire, juste après la Constitution de 1988, a joué un rôle très important dans la législation environnementale qui a été établie après la nouvelle Constitution. Nous assistons maintenant à une modification de ce rôle. Nous découvrons que le pouvoir judiciaire est soumis à la volonté du pouvoir exécutif. Les présidents des tribunaux sont désignés par les politiciens et nous vérifions invariablement qu'ils prennent des décisions sous la pression politique, selon des arguments politiques, et qu'ils oublient de juger selon la loi. La politique influence de plus en plus un pouvoir judiciaire qui perd de son indépendance. Aussi, ceux qui luttent pour un droit à une terre ou une reconnaissance quelconque doivent maintenant également porter leur combat sur le plan politique. Autrefois, les peuples indigènes étaient beaucoup plus radicaux. Aujourd'hui, on explore d'autres alternatives de lutte. Nous étudions, nous nous formons, et à côté de l'affrontement physique, nous recherchons également le dialogue. Bien entendu, il y a des moments où les autorités ne cèdent que sous la pression, mais il y a d'autres moments où nous avons besoin de dialoguer. Par son activité au sein des associations indigènes, Sonia connaît les causes à défendre, les intérêts à protéger. Mais la vie de bureau à Manaus est parfois loin des préoccupations au jour le jour des habitants de la forêt aussi. Sonia retourne régulièrement sur les terres des Guajajara afin de prendre le pouls des populations indigènes.
Revenir dans mon village me procure toujours un sentiment de grande joie, parce que je me sens à la maison, je ressens de la plénitude. C'est clair que je préférerais rester ici, tranquille, sans trop de préoccupations, mais nous devons continuer la lutte. Et si on n'affronte pas les problèmes, alors ça va devenir encore plus difficile pour nous. Donc on se bat, mais par pure nécessité. De la forêt amazonienne jusqu'au centre du pouvoir à Brasilia, la capitale du pays, il y a environ 3 heures d'avion. C'est un voyage que Sonia fait aussi souvent que nécessaire pour faire entendre la voix des indigènes aux autorités gouvernementales. Alors que Sonia vole vers Brasilia, l'avion qui ramène Sheila de retour d'Europe s'est posé à Manaus, la capitale de l'État Amazonas et l'hôte d'un forum international sur le développement durable. Y sont annoncés Bill Clinton et Arnold Schwarzenegger. Sheila y retrouve une vieille connaissance, James Cameron, le réalisateur entre autres des films à succès Titanic et Avatar. En mars 2010, Sheila avait fait découvrir à James Cameron les lieux du futur barrage de Belmonte. James Cameron, touché par le sort des Indiens du Xingu, n'hésite pas à comparer leur lutte contre le barrage de Belmonte à celle qu'il a mise en scène dans son film Avatar. Le film raconte comment un peuple vivant en parfaite harmonie avec la nature sur une autre planète est envahi militairement et contrôlé par des terriens venus pour y exploiter un minerai rare. À l'occasion du forum de Manaus, James Cameron retourne visiter les Indiens à Raras, sur le fleuve Xingu, en compagnie de son ami Arnold Schwarzenegger. Je suis ici pour m'informer à propos du barrage de Belmonte. Ainsi, je peux mieux comprendre et je pourrais dire au monde entier ce qu'il se passe ici. Une partie de la classe politique brésilienne n'apprécie pas du tout la démarche des stars de Hollywood. Je me sens offensé parce que je suis un fan des films de Schwarzenegger et de Cameron. Mais la situation est ridicule. Ils viennent ici et se croient les chevaliers de la justice, les défenseurs de l'écologie, alors qu'ils voyagent dans un jet de millionnaires qui consomme des tonnes d'oxygène et qu'ils traversent l'Atlantique pour nous donner des conseils, pour nous dire le contraire de ce qu'ils font chez eux, dans leur pays. Quand apparaissent ces célébrités européennes et américaines, elles sont logées dans des hôtels 5 étoiles à Manaus. Elles consomment de l'eau importée de France et elles viennent nous donner des leçons de morale. Je pose la question, comme le célèbre père Vieira, ils veulent notre bien ou veulent-ils prendre nos biens? Le responsable en communication d'une ONG internationale qui a organisé la venue de James Cameron en Amazonie répond à ces attaques. Ma réponse aux autorités brésiliennes qui critiquent les groupes étrangers qui ne sont pas brésiliens est que nous travaillons avec des groupes locaux au Brésil. Nous essayons de prêter notre voix, de proposer notre aide à ces groupes. Nous ne tentons pas d'imposer notre vision, nous voulons seulement faire entendre leur voix, alors qu'ils ne sont pas écoutés par les autorités brésiliennes. Nous estimons que c'est notre responsabilité. Je remercie les organisations internationales qui nous aident. Grâce à elles, notre lutte est connue. Et ces organisations financent des manifestations contre Belmonte, des réunions indigènes, et ce sont les indigènes qui demandent cette aide. Parce qu'ici, au Brésil, si nous luttons contre le gouvernement, ce n'est pas lui qui va nous financer. Je préfère une ONG internationale qui nous aide à protéger notre vie qu'une personne de notre propre pays qui cherche à détruire notre vie. Pendant que Sheila joue les ambassadrices de la cause amazonienne à Manaus, un autre combat se livre à Brasilia.
Ce matin, Sonia entre au ministère de l'Environnement. Nous allons parler de la signature du décret pour la politique nationale de gestion territoriale et environnementale des terres indigènes. À tout moment, on voit des expulsions d'indigènes de leurs terres. Des entreprises s'installent dans les villages, à l'intérieur des terres indigènes. La principale lutte des peuples indigènes est la protection territoriale. Si nous obtenons cette protection, les autres questions se régleront plus facilement. Par exemple, les politiques d'éducation et de santé vont s'améliorer. Mais la principale revendication des tribus est la protection territoriale. Alors que Sonia est en négociation au ministère de l'Environnement afin de faire respecter le droit des indigènes à pouvoir décider de l'utilisation de leurs terres, à quelques centaines de mètres de là se tient une manifestation d'agriculteurs et d'éleveurs brésiliens. Eux sont convaincus qu'il y a déjà trop de réserves naturelles et de terres indigènes au Brésil. À leur tête, Katia Abreu, la présidente de la Fédération brésilienne pour l'agriculture et l'élevage, qui est également la sénatrice du Tocantins, l'un des États amazoniens. Le Brésil s'étend sur 850 millions d'hectares et les producteurs ruraux n'occupent que 330 millions d'hectares qui sont disponibles pour la production. De ces 300, il y a encore 100 millions d'hectares qui sont de la forêt à l'intérieur des exploitations. Donc, en réalité, sur 850 millions d'hectares, il n'y en a que 230 qui sont utilisés pour produire du riz, des haricots, du soja, du maïs, de la viande, dans un espace inférieur à 30% du Brésil. Le seul pays au monde qui renonce à des terres fertiles qui pourraient produire des aliments, c'est nous, les Brésiliens. 75% de l'Amazonie sont constitués de réserves naturelles appartenant à l'État. Nous avons plus d'1 million de kilomètres carrés de terres indigènes au Brésil. Une surface supérieure à n'importe quel pays européen. Nous possédons plus de terres protégées que de terres destinées à l'agriculture. L'Amazonie est la région la moins développée du Brésil. Elle représente 60% de notre territoire et seulement 8% de notre revenu intérieur brut. Il n'y aura jamais assez de terre pour tous les gens qui en veulent. Alors il faut fixer des limites. De toute façon, si vous voulez une parcelle, vous allez dans la forêt et vous commencez à déboiser. Vous vous attribuez illégalement une parcelle. Ça fait plus de 500 ans que ça fonctionne comme ça, depuis l'arrivée des Européens. Il faut que ça cesse, d'une façon ou d'une autre. Sinon, quand il ne restera plus qu'un seul arbre, ça va s'arrêter tout seul, car il n'y aura plus rien à couper. La très riche et très puissante Fédération brésilienne pour l'agriculture et l'élevage accuse les défenseurs de l'environnement de faire partie d'un complot international. Nous supposons que derrière tout ça se cachent les intérêts de nos concurrents qui souhaitent que le Brésil ne puisse pas augmenter et atteindre son potentiel de production alimentaire. Nous condamnons cet égoïsme prédateur et mercantile. La production d'aliments est sacrée, tout autant que la préservation de l'environnement. Il y a un très grand intérêt des ruralistes, et ce qui justifie cet intérêt, c'est l'argent. Ils cherchent à augmenter leurs revenus, augmenter leur production, augmenter leur plantation. Dans n'importe quelle démocratie, les lobbies sont puissants. Ceux qui ont de l'argent parviennent à faire passer leur message à la société d'une façon plus efficace que ceux qui sont sans moyens financiers. La lutte est vraiment inégale. Parce que nous voulons seulement la garantie que nos droits soient appliqués. Et comme ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, la lutte devient déloyale. Il nous arrive même d'être condamnés parce que nous luttons pour nos droits. Les réserves naturelles et les terres indigènes sont de plus en plus convoitées par les puissants lobbies industriels et agroalimentaires. Avec l'augmentation de la population et la course au développement, la guerre pour la protection de la terre et de la forêt en Amazonie
et peut-être déjà perdue pour des militants aux moyens très restreints. Menacés mais pas vaincus, Sheila, Antonia et Sonia continuent pourtant de se battre dans une société amazonienne à l'image de la forêt, sauvage et cruelle. On ne peut pas se dire que l'on a perdu, parce que si on se dit que l'on a perdu, on va arrêter d'espérer et perdre notre force. À aucun moment nous n'acceptons la défaite. À chaque fois que l'on perd une bataille, ça nous donne la force de nous relever et de revenir avec encore plus de force. Je m'engage publiquement chaque jour un peu plus dans la défense du rio Xingu et dans la défense pour la vie. Ce sont de grands défis qui ont des grandes conséquences pour ma propre famille, qui m'apportent beaucoup de problèmes. Mais au-dessus de tout, ils m'apportent beaucoup de joie, en ayant la certitude que je contribue par mon travail au bien-être des générations futures. C'est pour elles que nous luttons. Renoncer à lutter? Jamais nous ne renoncerons. Parce que nous espérons vaincre. Parce que dans le cas de Belo Monte, durant 22 années jusqu'à aujourd'hui, nous sommes parvenus à gagner. Nous croyons donc que le barrage ne se fera pas. Nous espérons résister encore et gagner cette bataille.